Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki où je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Comme je vous l'avais annoncé, on va ensemble aller rencontrer Pierre Beaupère pour lui poser quelques questions sur sa philosophie et sa relation par rapport aux chevaux. Comme d'habitude, je commence par vous envoyer le minutage pour que vous ayez un aperçu des sujets que l'on va aborder et les timecodes de la vidéo qui correspondent à chaque question. On regarde ça et juste après, on découvre l'interview. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview où cette fois je suis en compagnie de Pierre Beaupère. Alors bonjour Pierre. Bonjour Mathilde. Bienvenue sur Animaiki. Merci à toi. Alors on va commencer par une première question et on va commencer par le début, par vos études, puisque vous avez fait des études en biologie animale avec une spécialisation en éthologie équine. C'est ça. J'imagine que ça c'est une aide concrète et supplémentaire dans votre travail de tous les jours. Paradoxalement, c'est les études sur les chimpanzés qui ont été réalisées dans les années 60 et 70 qui m'ont le plus apporté dans la partie scientifique parce que c'était des études où ils cherchaient à apprendre le langage des sourds-muets aux chimpanzés. Et du coup, il y avait beaucoup plus que dans les études sur les chevaux, il y avait cette idée d'interagir avec l'animal qui parle un langage qui n'est pas le nôtre et d'essayer de trouver un moyen de communication avec lui. De faire des études de biologie qui était mon rêve depuis que j'avais 9 ans, je pense. En commençant à lire les comptes rendus des grandes études qui avaient été faites sur les chevaux, il manquait quand même systématiquement l'aspect équestre dedans, qui n'était pas forcément développé, la relation à l'humain était Parce que ça tourne toujours autour du cheval, mais pas de l'équitation. C'est ça, voilà. Et surtout, moi j'avais envie de faire des études qui touchent à l'équitation aussi, et je me suis rendu compte que finalement, c'était tellement compliqué de tenir compte de la relation de l'humain avec le cheval. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était peut-être là la clé pour mieux comprendre les chevaux. C'était mieux comprendre les chevaux dans leurs interactions avec l'humain. Et pour ça, il fallait s'intéresser surtout à l'humain et pas vraiment au cheval. Parce que c'était l'humain qui avait vachement plus besoin qu'on s'occupe de lui que le cheval qui finalement, il va très bien en lui-même. On le lâche dans la nature, il est capable de survivre à peu près correctement. Donc oui, ça m'a fait dériver mon intérêt petit à petit à me dire, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour aider les cavaliers à mieux s'occuper de leur cheval et pas forcément à faire des études qui finalement prouvaient des choses que la plupart des grands maîtres avaient déjà compris empiriquement ou par l'expérience depuis longtemps. Donc la science, ça a été vraiment une aide, mais le travail sur vous, c'est quand même quelque chose qui est plus important, entre guillemets. Oui. Il y avait un côté froid qui m'a toujours posé problème. Et d'ailleurs, quand j'étais sur le travail vraiment de mon master, sur les derniers mois de ma formation d'étudiant, ça me posait beaucoup de problèmes parce que je passais beaucoup de temps à manipuler les chevaux, à aider les gens à rentrer les chevaux de prairie et à bouger les troupeaux, plus qu'à passer du temps derrière mon ordinateur à encoder les chiffres. Et là, ça a été effectivement une évidence à un moment de me dire je suis plutôt fait pour ce travail dehors, au contact des chevaux en permanence, plus que le côté scientifique qui impliquait quand même beaucoup de recul, beaucoup de travail sur l'ordinateur. Dans la science, il vous manquait peut-être l'émotion qu'on a dans la pratique. Tout à fait, exactement. C'est vraiment ça et ça a toujours été... Avec les années, j'ai vraiment pris conscience à quel point toute cette partie émotionnelle était la clé même de tout ce qui me motive et ce qui me donne de l'énergie. Donc effectivement, oui, il y avait un côté trop froid qui me posait problème. Et donc vous vous êtes spécialisé en dressage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette discipline plus qu'une autre ? Alors la première chose que je voudrais faire, c'est vous remercier parce que je sais que vous avez une chaîne qui est spécialisée dans l'équitation éthologique et je trouve ça une tellement belle démarche de proposer à un cavalier de dressage d'interagir avec vous et je trouve que c'est ce que le milieu équestre a vraiment besoin, de cette ouverture d'esprit. C'est gentil. Maintenant au niveau du dressage,
Mon papa, je dirais, dans un premier temps, parce que lui était un très très bon cavalier avant de rencontrer ma maman, donc je l'ai assez peu vu à cheval. Vous l'avez pas connu à cheval? Je l'ai connu à cheval, j'ai fait des balades avec lui, mais disons qu'il avait plus de cheval, et je pense qu'il avait un petit peu perdu le feu sacré entre-temps, donc il faisait encore des balades pour s'amuser, mais plus vraiment dans le dressage. Alors, j'étais très très fier quand j'étais enfant et qu'il venait nous donner cours. Quand le moniteur était en retard, le samedi matin, une fois sur deux, le moniteur n'arrivait pas à se réveiller à temps, donc c'est lui qui commençait la leçon. Et c'est vrai que je pense que ça a participé à l'admiration que j'avais pour l'homme qui était au milieu de la piste et qui comprenait les chevaux et qui pouvait aider les cavaliers à mieux comprendre leur cheval. Ça a vraiment, je pense, beaucoup joué sans que je m'en rende compte. Il m'a fallu des années après pour me rappeler de ces images-là. Mais je pense que ça a joué dans une partie de ma vocation aussi. Oui. Alors votre métier, ça consiste quand même essentiellement à monter à cheval, mais vous accordez quand même de l'importance au travail à pied. Vous pouvez nous en parler un petit peu? En enseignant et en ayant beaucoup d'empathie et de compassion pour les chevaux, je me suis rendu compte qu'en étant sur leur dos, ce n'était pas forcément toujours la meilleure position pour corriger des choses qui n'allaient pas. Et que j'étais face à des chevaux qui n'avaient pas du tout envie d'être montés, qui n'avaient pas du tout envie d'interagir avec un humain. Oui, donc parfois il fallait changer d'angle. C'est ça, et il faut quand même dire ce qui est, monter un cheval, c'est quand même prendre le contrôle de son corps, et ça demande que ce soit fait où le cheval donne son accord pour ça. Ça s'est imposé de lui-même, de commencer à chipoter à pied, à essayer de trouver des solutions pour résoudre les problèmes que j'avais à cheval. J'ai eu aussi assez vite pas mal de chevaux dangereux, des chevaux en rééducation, où là, le fait de monter à cheval était vraiment une prise de risque énorme. J'ai toujours eu je ne vais pas dire peur de monter à cheval, mais j'ai toujours été très conscient du danger de monter à cheval. Prudent. Donc voilà, j'étais pas un cow-boy qui se jette sur n'importe quel cheval et puis qui fait du rodéo. Et le travail à pied, à ce moment-là, me donnait une opportunité de pouvoir corriger toute une série de problèmes. Et du coup, même aujourd'hui, avec des chevaux qui n'ont pas de problème, de pouvoir travailler sur la relation avec le cheval pour qu'après, je puisse aller vers le dressage dans les meilleures conditions possibles. J'ai toujours que faire du dressage, on peut très très vite tomber dans quelque chose qui est vraiment pas très joli au niveau éthique, qui est plus de la contrainte. Ça peut être aussi le plus beau partenariat possible et imaginable. C'est dans les deux sens. Mais la séparation entre les deux, elle est très très fine, quoi. Et donc, j'ai toujours ce besoin en tant que cavalier de dressage d'être certain que ce que je demande à mon cheval est accepté par lui. Et donc déjà de vérifier à pied qu'il a envie d'interagir avec moi, qu'il a envie d'être près de moi, qu'il a envie que quand je me mets sur le montoir, qu'il vienne se mettre près de moi pour que je puisse me mettre sur son dos. C'est des moyens pour moi de vérifier que je bascule puis qu'il est d'accord. Le moins possible dans ce truc où je le contrains et qu'il est d'accord d'interagir avec moi, quoi. Je pense que ce qui a beaucoup influencé, c'est d'avoir vu une démonstration de Pat Parelli il y a 15 ou 16 ans, je pense. C'était vraiment tout au début de mon apprentissage de cavalier. Et puis quand il se déplaçait encore quand il venait encore en Europe, et où il y avait tout ça, il y avait Andy et tout ça qui était encore là-bas. Donc c'était vraiment, ce que faisaient ses élèves était extraordinaire. Et même si je ne suis pas rentré dans le horsemanship directement, c'est quand même resté toujours dans un coin de ma tête. Oui, ça a été une porte ouverte. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Et ça s'est imposé avec le temps, en m'intéressant déjà aux grands maîtres du dressage. De me rendre compte que finalement, ils faisaient exactement la même chose. Ils approchaient ça d'une manière différente, mais que finalement, de mettre de la pression, d'enlever la pression, le fait de la notion de confort, inconfort, c'est exactement ce qu'on fait en dressage, enfin ce qu'on devrait en tout cas faire en dressage. Et donc ça faisait tout à fait sens de venir l'intégrer à ma pratique de cavalier. Ça m'évitait de devoir tirer sur les rênes avec un cheval qui ne voulait pas s'arrêter, parce que je me suis très vite rendu compte que s'il ne voulait pas s'arrêter quand on était dessus, il ne voulait en général pas s'arrêter non plus quand j'étais à pied. Et donc, mais par contre, j'avais des outils et une position à pied qui me permettaient de pouvoir corriger ces problèmes-là de manière beaucoup plus délicate, beaucoup plus juste pour le cheval, et qui faisait tout à fait sens à ce moment-là de ne pas être à cheval pendant quelques temps. D'accord. Et alors vous mettez souvent en avant le fait que évoluer avec les chevaux, c'est travailler sur notre propre développement personnel. Alors d'après vous, les chevaux, ils nous apportent quoi? Je pense que ce que les chevaux nous apportent est quand même très personnel à chacun.
J'ai vu des cavaliers qui manquaient terriblement de confiance en eux, qui étaient très timides, prendre beaucoup de confiance en eux grâce à leur cheval, parce que pour évoluer avec leur cheval, ils devaient jouer un rôle de quelque chose qui n'était pas à la base. À l'inverse, j'ai vu des gens très nerveux, très excités, qui sont obligés, parce qu'ils ont un cheval qui est finalement la clé de leur évolution, à devoir apprendre à se gérer, à gérer leurs émotions. Et pour moi, la clé de tout ça, c'est vraiment que le cheval qu'on choisit de manière très instinctive finalement, parce que quand tu demandes à la plupart des gens, quand tu leur demandes comment ils ont choisi leur cheval, ils ne savent pas t'expliquer pourquoi celui-là. J'ai vu des gens qui étaient richissimes, qui allaient choisir le petit cheval au fond de l'écurie, que le vendeur ne voulait même pas leur vendre, en disant « mais enfin madame, vous avez la possibilité d'acheter tous les chevaux de cette écurie » et la dame voulait absolument celui-là. Et pour moi, c'est vraiment, il y a une partie de notre instinct, au fond de nous, notre instinct très animal, qui sait que ce cheval-là va nous apporter quelque chose, va nous forcer à évoluer. C'est parfois vraiment très très profond. Souvent les gens pensent « ah, mon cheval est nerveux, je dois apprendre à me calmer ». Ça c'est la partie la plus évidente, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'il nous renvoie en permanence la clé de notre évolution et ils peuvent comme ça nous permettre de continuer à évoluer en permanence en nous apportant chaque fois quelque chose de nouveau. Après, je pense que ça implique vraiment d'être capable de se placer en tant qu'élève de notre cheval, ce qui n'est pas forcément dans notre culture. Déjà, ça suppose d'être humble. C'est ça, tout à fait. C'est d'avoir de l'ouverture d'esprit, d'être capable de se remettre en question et d'accepter que le miroir qu'il nous tend ne soit pas forcément celui qui nous montre sous notre meilleur jour non plus. Mais à partir du moment où on fait cette démarche-là, ils peuvent vraiment nous apporter les clés pour évoluer en tant qu'être humain. Maintenant, à un niveau plus personnel, la gestion des émotions, beaucoup, parce qu'en tant que cavalier de dressage, on est mis en face de frustrations énormes, tout en ayant une exigence de perfection dans le geste. Donc les deux vont à la base pas ensemble, ou en tout cas très bien ensemble, parce que dès qu'on veut de la perfection, on est forcément face à la frustration. Donc d'apprendre à gérer toute cette frustration, toutes les émotions négatives qui peuvent venir, qui sont liées à la frustration, ça a été une très très bonne école qui m'a vraiment poussé à m'ouvrir à d'autres choses que juste le milieu équestre, à chercher dans le développement personnel aussi, dans le yoga, dans la méditation. Si j'ai été chercher là-dedans, si aujourd'hui je fais de la méditation, si aujourd'hui je suis une meilleure personne que celle que j'étais il y a 10 ans, c'est parce que j'ai voulu être un meilleur cavalier. Donc ça c'est le côté merveilleux de la discipline que je fais aussi. Le travail sur soi aussi, la conscience du corps qui est hyper importante, et le développement de la compassion et de l'empathie, au vrai sens du mot, c'est-à-dire d'être capable de se mettre à la place de l'autre sans emmener nos propres conceptions dedans, c'est-à-dire de vraiment pouvoir se dire le cheval que j'ai en face de moi pense d'une manière totalement différente de moi, n'a pas du tout la même logique que moi, et il faut que j'abandonne tout ce que j'ai en moi pour me mettre à sa place à lui. Et donc ça, au niveau humain, après, c'est formidable parce que je pense qu'un des grands soucis de l'humanité aujourd'hui, c'est justement de vouloir mettre nos propres conceptions dans tout le monde, et ça provoque le fait qu'on ne comprend pas que la personne qu'on a en face de nous puisse ne pas penser comme nous. C'est très égocentré finalement. Et donc les chevaux peuvent nous apporter toutes ces valeurs qui rejaillissent dans la vie de tous les jours. Et selon vous, quelles sont les qualités qu'un cavalier devrait avoir pour bien accompagner son cheval, si on devait citer quelques grandes notions Pour moi, un bon cavalier, c'est un bon humain, dans le sens, c'est à peu près les mêmes qualités. Oui, on retrouve les... Voilà, exactement. Quand je vois des cavaliers qui sont a priori des très bons cavaliers ou des très bons horsemen, et puis qui sont incapables de communiquer avec les gens autour d'eux, qui sont en colère tout le temps, qui peuvent pas... en adéquation aussi. Je me dis qu'ils ont rien compris, qu'il leur a vraiment manqué le vrai sens du fait d'interagir avec les chevaux. Les qualités principales sont les mêmes que les qualités d'un bon être humain. Je pense qu'une des choses vraiment importantes, j'avais jamais mis de mots dessus, et c'est Andy Booth qui a mis ces mots-là, et je trouvais que c'était tellement juste, c'est de savoir ce que c'est l'amour non conditionnel. Cette capacité à ne pas attendre un retour en échange de l'amour qu'on a donné. L'empathie et la compassion, ça c'est vraiment des choses qui pour moi sont vraiment extrêmement importante, et je pense que les chevaux auraient une tellement plus belle vie si déjà on était tous capables d'un peu plus de compassion et d'empathie, pas motivés par de la culpabilité, parce que de nouveau c'est une projection. Quand on projette nos propres culpabilités sur le cheval, on agit
en fonction de soi et plus en fonction du cheval. Donc je vois des chevaux qui n'aiment pas être en prairie, Oui. et puis qu'on oblige à rester en prairie parce que sinon on se sent coupable de ne pas les mettre en prairie. Je vois des chevaux qui n'aiment pas le dressage de haut niveau, pour faire le pendant, qui n'aiment pas le dressage de haut niveau et qu'on oblige à mettre là-dedans aussi parce qu'on ne leur a pas fait comprendre l'intérêt de la chose. Hein. Et d'être capable de juste se mettre à sa place et de dire qu'est-ce qu'il... Lui, j'ai la sensation qu'il a envie, en dehors de toutes mes conceptions, même si ça remet en cause tout ce que je pense, et c'est extrêmement difficile. Hein. Ça, je pense que c'est une grande qualité qui manque beaucoup aujourd'hui parce qu'on a beaucoup... le milieu équestre a beaucoup évolué sur de la culpabilité ces dernières années, avec beaucoup de gens qui ont voulu influencer les choses sur une base de culpabilité. Et je pense que c'est pas un moteur qui est intéressant. Ça fait évoluer les gens, c'est sûr, mais pas dans une bonne direction. Plus on apprend, et plus on est dans cette démarche d'écouter le cheval et d'apprendre, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de place pour des convictions arrêtées, qu'on trouve toujours le cheval qui remettra en cause tout ce qu'on a décidé, même la douceur peut être remise en question, parce que quand tu te retrouves face à un étalon qui se met debout, qui t'attaque avec les dents ouvertes, la notion de douceur prend une signification complètement différente, parce que parfois c'est en étant un peu plus dur qu'on est plus gentil. La douceur, elle a toute une série de nuances qui n'est pas juste lui faire des câlins et lui donner des carottes, quoi. Et ça c'est important aussi, je pense, de le rappeler, parce que on a un peu donné cette illusion ces dernières années, depuis pas mal de temps déjà, que être gentil avec les chevaux, récompenser les chevaux, être un bon gardien pour un cheval, c'est forcément être dans la douceur et tout ça. Et puis du coup, on voit des chevaux qui sont terriblement mal élevés et qui sont pas bien parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'humain vient faire là, parce que d'un côté, l'humain est en dessous d'eux, est censé les suivre, et puis tout d'un coup, avec le temps, le cavalier ou le propriétaire du cheval commence à s'énerver parce que le cheval a été trop loin. Et puis je trouve ça terriblement injuste, quoi. Et qu'à la limite, il vaut mieux être droit dans ses bottes dès le départ en mettant mettre un cadre qui est concret, comme avec un enfant. Je pense que être le meilleur ami de ses enfants, c'est pas la solution non plus. Alors vous êtes quelqu'un de très enthousiaste. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour gérer par exemple les moments de doute, les moments de découragement et pour rester quand même positif, même quand parfois on est dans des situations compliquées avec les chevaux? La première chose, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas un grand professionnel, aussi bon soit-il que je connaisse, qui n'ait pas des moments de doute. Et surtout, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est une notion super importante. C'est pas que l'erreur est humaine, c'est qu'elle est nécessaire. Oui. Quand j'entends des cavaliers qui me disent « j'ai pas fait le travail que tu m'as demandé parce que j'ai eu peur de faire des erreurs oui. », et je dis « mais tu espères quoi que tu vas passer de « je sais pas le faire » à « je le fais parfaitement ». C'est normal de faire des erreurs. Et à partir du moment où de nouveau c'est mêlé avec cette empathie et cette compassion de « j'ai fait une erreur, je suis désolé ». Et puis de remise en question. De remise en question de moi-même, de me dire « bah ok, j'ai fait une erreur, j'ai accepté l'erreur de mon cheval parce que je sais qu'il apprend par essai-erreur ». Bah, je pourrais commencer déjà par avoir la même compassion et la même empathie pour moi-même en me disant bah, j'ai fait une erreur, oui c'est normal, mon cheval n'est pas mort, oui. C'est déjà une bonne chose. Et il y a tellement de choses qui sont récupérables. Je pense que les plus grosses défenses chez les chevaux et les choses les plus irrécupérables et les chevaux qui deviennent vraiment agressifs sont souvent des gens qui ne se remettent pas en question et des gens qui considèrent que c'est l'erreur du cheval et pas la leur. Et à partir de là, moi j'ai vu des gens faire plein d'erreurs, mais avec tellement de bonne volonté et tellement d'envie d'apprendre que bah, oui, les chevaux ils sont bien contents quand on leur apporte quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus propre, mais il n'y a aucune rancune. Déjà, c'est une notion qui n'existe pas chez les chevaux d'avoir de la rancune. Vous voyez le dominant où entre eux, ils peuvent parfois être très violents et l'instant d'après, ils sont de nouveau copains parce que les choses sont remises à leur place. Donc c'est pas du tout pour être l'avocat de la violence, loin de là, c'est juste pour dire faire une erreur, c'est quelque chose qui est normal. Oui, c'est dans la continuité. Qui fait partie de... Après, là où une erreur est mauvaise, c'est quand j'en apprends rien. Ça va de pair avec cette notion que d'avoir confiance dans notre capacité à évoluer, d'avoir l'idée et la conscience qu'il y a toujours demain et que demain, je peux faire mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait jusqu'ici ne définit pas qui je suis. Par contre, demain, je peux devenir meilleur grâce à toutes les erreurs que j'ai faites dans le passé. Et à partir de là vient l'espoir parce qu'il y a demain et que demain je pourrai faire mieux
Et s'il y a l'espoir, la gaieté, la spontanéité, toutes ces émotions positives, elles sont beaucoup plus faciles à avoir. Maintenant, c'est évident que c'est un travail quotidien. Ça me demande énormément d'énergie, ça me demande un vrai entraînement, de toujours me dire, ok, ça c'est quelque chose de négatif, mais il y a sûrement quelque chose à apprendre là-dedans. Et je pense que toutes les galères que j'ai connues dans ma vie, elles m'ont apporté vraiment quelque chose. Il n'y a pas une seule chose, même les choses les plus... pour évoluer derrière. Même les choses les plus tristes, les plus abominables, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a obligé à me développer, ça m'a obligé à passer à l'étape suivante. C'est évident que quand on est dedans, on ne le voit pas forcément, ce qu'il y a de positif là-dedans, ce qu'il y a à apprendre. Je ne contrôle pas l'environnement extérieur, mais je peux contrôler comment moi j'y réagis. Et ça, le jour où on a intégré ce truc-là, bah, ça donne une capacité à se dire, bah, là, ce qui vient de m'arriver, j'ai aucune action dessus, je ne peux rien y faire. Par contre, la manière dont je le prends, la manière dont j'en tire un enseignement, ça c'est entièrement à mon contrôle. C'est quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. Il y a des jours où ouais, je suis fatigué, ça ne marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, mais il y a un beau soleil, quoi. Et ça suffit à se dire, bah, il pourrait pleuvoir en plus. Donc c'est déjà un truc bien, donc c'est toute cette notion de gratitude après qui est vraiment propre au développement personnel en plus. Et de juste de se rendre compte que ce cheval qui est une galère, qui ne veut pas faire ce que je fais, c'est une chance. Je devrais être heureux de ça au lieu de me dire que ma vie est foutue à cause de ça, parce que pour y arriver, je vais devoir apprendre. C'est juste pour que les gens qui regardent tes vidéos comprennent qu'on est tous embarqués dans le même bateau et on est peut-être à des niveaux différents de notre évolution, mais on a tous ces moments de doute et ils sont normaux et dès qu'on peut les voir comme une chance, on peut écouter. C'est comme avec les chevaux. Dès qu'un cheval ne fait pas ce que je veux, si je me mets dans cette position de me dire, il a quelque chose à m'apprendre, il est en train de vouloir me dire quelque chose là, et tout de suite, ça ouvre une porte pour, ah ben maintenant j'ai une possibilité, je vais évoluer, je peux identifier quel est le problème chez moi. Et pour vous, ce serait quoi le meilleur moyen pour remercier et récompenser son cheval? Le travail qu'on va faire sur nous-mêmes déjà. Je pense que ça, c'est vraiment une des clés qui fait que moi, j'ai vu vraiment beaucoup de chevaux à ce moment-là faire. Oui, parce qu'en fait, lui apporter un bon humain. Je lui ai donné quelque chose. Et je pense qu'une fois qu'on leur laisse cette possibilité de nous apprendre quelque chose, alors il y a des gens pour qui ça leur passe vraiment au-dessus de la tête, cette notion-là, et c'est parfois très difficile à expliquer à quelqu'un qui est très loin de cette démarche-là. Mais je pense que dès l'instant où on regarde son cheval en lui disant « s'il y a quelque chose à m'apprendre, je suis preneur », moi je vois les chevaux à ce moment-là. Moi, j'ai cette conviction intime, je comprends qu'on ne la partage pas du tout, qu'ils sont là pour une raison. Oui. Pourtant, je ne crois pas spécialement au destin, mais je suis persuadé qu'ils entrent dans notre vie pour une raison bien précise. Et à partir du moment où on les laisse nous transmettre, bah, ils sont à leur place et ils peuvent faire ce pourquoi ils sont faits. Ça peut paraître très humain, centré. Donc je pense qu'à ce moment-là, ça c'est déjà un tellement beau cadeau de leur dire « je suis à ton écoute ». Dis-moi ce que tu as à me dire, montre-moi ce que tu as à me dire. Et puis après, si on peut jouer ensemble et être amis et faire un partenariat, je pense que ça va être formidable. Et c'est fou parce que, voilà, tu es dans l'équitation éthologique. C'est comme le dressage tout à l'heure, pour moi, c'est juste des moyens. Bien sûr. C'est juste des moyens d'interagir dans les bonnes conditions avec le cheval. Ça me pousse à travailler sur moi-même. Et après, qu'est-ce que mon cheval a à me dire? Maintenant, je pense qu'à côté de ça, le fait de récompenser un cheval, ça demande de nouveau ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'empathie et la compassion. Oui. Est-ce que je suis capable de me mettre dans sa logique à lui, même si ce n'est pas du tout la mienne, et même si ça remet en cause des choses dans lesquelles je crois. Pour beaucoup de chevaux au début du travail, rentrer au box et ne plus être avec nous, c'est la meilleure récompense. Et c'est très difficile à accepter au début de se dire, en fait mon cheval il est mieux quand il n'est pas avec moi pour l'instant. Parce que pour l'instant, bah, dans cette phase-là, je suis un peu synonyme de je lui demande des choses, c'est pas agréable, il n'a pas encore tout à fait compris ce que je lui demande. Et ça implique cette empathie de me dire non, je le fais pour lui, pas pour moi. Et c'est ça qui fait que petit à petit le cheval est de plus en plus heureux d'être avec nous parce qu'il associe le fait d'aller dans la piste avec ah mais quand ça va bien marcher, au final c'est rigolo parce que quand ça marche bien, je rentre au box et il n'y a pas cette réflection là, il a juste associé une série qui comprennent comment ça marche avec nous. Complètement, tout à fait. Et ça je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut leur faire de dire qu'est-ce qui à lui va lui faire plaisir et non faire
faire un exercice ou faire un coucher ou un machin, et pas forcément... Il y a des chevaux qui adorent ça. Oui. Alors la récompense, c'est faire une jambette ou faire un coucher. Il y a des chevaux... Oui, mais ça dépend de chacun. Voilà, c'est ça. Et c'est là où, de nouveau, être à l'écoute du cheval, se former soi-même, développer notre propre sensibilité pour être capable de lire les chevaux de mieux en mieux, parce que ça aussi, on l'oublie souvent. Je pense que ça, c'est des beaux cadeaux qu'on peut leur faire au quotidien. Et là, à ce moment-là, la récompense, elle vient renforcer ça. Le fait de donner un bonbon, un machin comme ça, ou même une caresse vient renforcer ça. Mais on a déjà, avant même d'approcher le cheval, si on a cet esprit-là, on a déjà créé une base qui est ultra forte, quoi. Et après, c'est un peu de technique pour savoir à quel moment lâcher la pression, à quel moment la mettre. Mais ça, c'est de l'apprentissage, quoi. Alors vous mettez beaucoup à l'honneur l'échange et le partage, que ce soit à travers des écrits comme vos livres ou en vidéo, et notamment via les réseaux sociaux. Donc vous inspirez et vous aidez beaucoup de gens. J'imagine que ça vous procure une grande joie d'être utile. Ouais. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que je pense que c'est un peu ce que la vie est censée être. C'est qu'on est censé être dans le partage, on est fait pour ça, on est des animaux sociaux à la base, donc on est fait pour partager. Et pour moi, ça ne devrait pas être réservé à quelques personnes d'avoir ce plaisir de partager, ça devrait de donner. être, Ça devrait être universel, ça devrait faire partie de notre vie. Je pense que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a quelque chose à apporter aux autres. Il y en a qui ont mieux compris les chevaux, il y en a qui ont passé plus de temps à faire du dressage, et il y en a qui ont mieux compris la cuisine ou comment élever des enfants. Je veux dire, chacun a quelque chose à offrir, et je pense qu'on ne met pas assez ça en évidence. Et je pense que tout le monde se plaint aujourd'hui, en tout cas beaucoup de gens se plaignent que le monde ne va pas bien, de la politique, de machin, de trucs. Donc je pense que si déjà tout le monde commençait par donner aux autres et essayer d'apporter quelque chose, ce serait déjà juste merveilleux. Alors il y a des gens qui disent « oui mais vous êtes payé pour ça ». Ben oui mais pour moi c'est ça travailler. Est-ce que je peux... C'est quelque chose où tout le monde y gagne. Je donne quelque chose aux gens et ils y gagnent, et je reçois ce retour de gens qui me disent que j'ai sauvé la relation avec leur cheval, que c'est merveilleux, que sans le livre ils auraient arrêté de monter à cheval, ou même parfois des gens qui me disent que ça leur a aidé dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de famille. Bah, c'est juste merveilleux, et je trouve ça merveilleux à ce moment-là d'avoir cette sensation que si je gagne ma vie, je ne l'ai pas gagné en exploitant les gens, j'ai gagné ma vie en leur donnant quelque chose qu'ils ont été contents d'acheter finalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport au partage sur les réseaux sociaux, ma motivation principale, ça a été la souffrance des chevaux, la compassion et l'empathie. Oui, faire en sorte que tout ça s'améliore. Ouais. Je l'ai vraiment fait pour ça à la base. Je prends évidemment beaucoup de plaisir à aider les cavaliers, à recevoir ce retour, mais si je peux aider quelques chevaux, ça a toujours été quelque chose qui était important. Et du coup, ce besoin de partager sur les réseaux sociaux, il est aussi là. C'est que comme ça, je sais que ça m'a toujours embêté de demander de l'argent pour un livre et de me dire, voilà, il y a des gens qui ne gagnent pas très bien leur vie, qui ne peuvent pas forcément se permettre d'un livre. Si je peux déjà leur donner quelques petites choses comme ça sur les réseaux sociaux, et que ça peut déjà aider quelques chevaux, j'ai déjà fait, ouais. Et du coup, ça motive une grande partie du besoin et de l'envie de partager aussi, quoi. Alors merci beaucoup Pierre Avec pour grand plaisir. cette intervention. J'espère que ces échanges intéresseront plein de gens. En tout cas, c'est gentil d'avoir pris du temps pour Animaiki. Avec grand plaisir. Et d'avoir joué le jeu comme ça. Alors peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir aussi. On se retrouvera sur Animaiki très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et nous voilà à la fin de l'interview. Alors j'espère vraiment que vous aurez trouvé ces échanges pertinents. En tout cas, ça a été mon cas. Bien sûr, je tiens à remercier Pierre de tout cœur pour avoir pris du temps pour Animaiki, pour sa générosité et son ouverture. Ça a vraiment été un beau moment à ses côtés et j'espère que j'aurai pu vous le retranscrire au mieux. Si vous voulez plus d'informations sur Pierre Beaupère, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers son site, vers sa page Facebook. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à sa newsletter. Vous pouvez trouver le lien via son site parce que c'est une newsletter gratuite qu'on peut recevoir par mail et où il y a plein d'informations super intéressantes. Donc n'hésitez surtout pas. Je trouve que Pierre a plein de belles choses à offrir dans le monde des chevaux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur lui. Je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouvera une prochaine fois sur Animaiki.